Tu as recommencé! Ah, salut, ça fait quelques épisodes qu'on t'a pas vu, toi. La dernière fois t'as pas suffi! Il a fallu que tu lances un autre mois Star Wars! Bah, je comprends pas, la dernière fois t'avais l'air convaincu par mon mois Star Wars. Ouais, mais après j'ai regardé les vidéos de Durandal pour me donner raison. Évidemment. Surtout que qu'est-ce que tu vas dire comme connerie cette fois? Bah, pour commencer, j'ai fait une vidéo expliquant en quoi Rose est un bon personnage. Qui ça? Rose. La vieille dans Titanic Ah non, la copine de Finn dans le dernier Jedi. Ah oui, celle qui sert à rien, d'accord. Évidemment, d'accord. celle qui vous enseigne des morales que vous devez apprendre, elle sert à rien. Et là, t'es sur quoi du coup? La problématique de l'univers étendu. Quoi? Mais t'es fan de Star Wars au bout d'un moment ou quoi? Je te trouve très mal placé pour décider qui est fan ou non. Et si au lieu de m'insulter, t'écoutais ce que j'avais à dire. Tu sais quoi? T'as raison, je me suis emporté, je m'excuse, voilà. Tu dis avoir des arguments, donc je devrais t'écouter au lieu de suite partir en défense. Donc ok, je veux bien me calmer pour écouter tes arguments. Je veux dire, on n'est pas d'accord sur certains points, mais il n'y a pas de raison de gueuler ou d'essayer de s'étriper pour ça, quoi. Non, et puis tu respectes bien le fait que j'aime la prélogie, donc je vois pas pourquoi je m'énerverais juste parce que t'aimes pas les mêmes films que moi, hein. Waouh! Et on me reproche de te limiter à un homme de paille? Bah écoute, c'est cool de ta part, ça fait plaisir de voir qu'être fan de Star Wars ne fait pas de toi un connard qui refuse d'écouter les autres. Et moi, ça me fait plaisir de te voir faire l'effort de vouloir m'expliquer. Donc ok, je veux bien entendre tes... Michael J. Qui êtes-vous? Je suis Dark, homme de Prius. Sérieusement? Il est temps pour toi de payer pour tes propos impies. Mais qu'est-ce que... Ouais, moi non plus, je sais pas ce qui... T'attends. Ah, le bouclier, c'est vrai, j'avais mis en place un bouclier de... Mais attends, mais il est allumé depuis l'épisode de Spider-Man Homecoming? T'as la vache! Ça fait plus d'un an qu'il est allumé? Ah, c'est pour ça que la facture était aussi salée dans l'ancien bureau? D'ailleurs, comment il m'a accompagné dans le nouveau bureau? Tu oses utiliser une technologie du canon de Marvel? Non, je l'ai activé avec ce tournevis qui vient du canon de la série Doctor Who. Tu oses utiliser une autre technologie que celle de Star Wars? Je fais ce que je veux. Non! Seul Star Wars existe! Et ceux qui utilisent d'autres licences peuvent aller crever! Déjà que t'arranges pas ton cas en défendant l'épisode traite, et... C'est quoi le sujet de ta vidéo déjà? Le problème de l'univers étendu. Le pire, c'est que cet homme de paille-là est bien plus réaliste que le précédent. Beaucoup m'ont demandé si j'allais faire un fermé-là sur le dernier spin-off de Star Wars, Solo, sachant que le film fut pas du tout bien accueilli et que je défends depuis le début les Star Wars produits par Disney. Non, je ne ferai pas de vidéo défendant ce film. Parce que là, pour le coup, je suis du côté des critiques. Il est pas ouf, ce film. Quoi? Mais t'es pas Disney sexuel. En quoi? Je me suis plus plaint de Disney qu'autre chose dans cette émission. Eh, je vends même en convention des affichettes de Picsou qui rachètent la Fox, pour dire. Mais t'es forcément un Disney sexuel. Pourquoi tu défendrais Star Wars 8 sinon? Parce que c'est un bon film. Oh mais chien! En soi, Solo est correct, et c'est pas le pire film Star Wars. Objectivement, la prélogie reste inférieure. Mais j'avouerai, à titre personnel, je préfère me revoir à l'Attaque des clones que Solo. La mise en scène est correcte, la production design est top, et les acteurs font de leur mieux, mais Alden lui là, est prisonnier dans son imitation d'Harrison Ford, qui l'empêche de s'approprier le personnage de Han. L'histoire est accélérée, ce qu'on apprend sur le personnage est tout aussi inutile que ce qu'on apprend dans la prélogie, et le film n'a pas de scène réellement spectaculaire comme le final de Rogue One ou du dernier Jedi. Mais il y a un élément que je trouve fascinant dans ce film. Un homme n'a pas pu faire ça tout seul. Parlons du problème de l'univers étendu. N'y pense pas, salopard! L'univers de Star Wars est un sujet qui tient beaucoup à cœur aux fans. C'est toute une licence de livres, jeux vidéo, bandes dessinées et autres médias. Bref, l'une des premières grandes licences multimédia de l'histoire. Mais comme tout ce qui compose Star Wars, les fans ont la fâcheuse tendance à tourner en obsession l'univers étendu. Donc, parce que un des buts de cette émission est de remettre en cause les avis populaires des fans, nous devons parler d'à quel point l'univers étendu pose plus de problèmes qu'autre chose. Et pour ça, nous devons expliquer ce qu'est concrètement l'univers étendu. Ce sont des produits dérivés. À la création de Lucasfilm, Lucas avait une idée brillante pour financer son studio et pour avoir une liberté artistique totale dans la production de sa trilogie mythique. Les jouets.
Aujourd'hui, pratiquement toutes les grosses licences ont leur gamme de jouets, c'est devenu presque banal et on fait des films et des séries juste pour proposer un produit à vendre. Mais pour l'époque, financer directement un studio avec l'argent des jouets dérivés, c'était révolutionnaire. Et comme toute révolution, c'était au début très moqué. T-shirt Spaceballs, l'album de Spaceballs à colorier, le déjeuner spécial Spaceballs, Spaceballs en flocon, Spaceballs le lance-flamme. Les enfants en raffolent. Mais finalement, l'idée a fini par bien arranger l'industrie du cinéma et fit de Lucas un des hommes les plus riches d'Hollywood. Bien plus grâce aux jouets et produits dérivés qu'aux films directement limite. Et ces fameux produits dérivés concernent aussi tout ce qui est fiction. Il existait même des BD Star Wars bien avant les films Star Wars. Genre, un mois avant. Lucas ayant vendu des droits d'exploitation à Marvel, Quelle ironie. qui a fait une série de BD sur une version non finalisée du script du premier film et avec une interprétation vague de ses designs. Mais comme Marvel n'aime pas finir des séries de comics, ils ont continué à raconter des aventures après les événements du premier film. Et ainsi naquit la première esquisse du concept de l'univers étendu Star Wars. C'était pas ouf, mais c'était un début. Et Lucas a vite compris que ces histoires entre les films intéressaient beaucoup les fans. Alors il en a vite profité, ce qui a donné le meilleur comme le pire de Star Wars. Je veux dire, on se plaint des spin-offs produits par Disney, mais en vrai, sous Lucas, c'était pire. Je veux dire, avec Disney, on a des concepts intéressants, comme l'opération militaire pour dérober les plans de l'Étoile Noire, les origines de la rébellion, ou les origines d'un personnage phare. Là où chez Lucas, au niveau spin-off, t'avais... les aventures des deux droïdes, un plagiat des bisounours, un épisode pilote d'une série diffusée au cinéma, et bien sûr... Et non, ces films-là n'étaient pas mieux que la prélogie. Vous voyez que je peux être juste avec la prélogie des fois. On veut pas que tu sois juste, on veut juste que tu payes pour ton hérésie. Qui ont... La légion des fans du vrai Star Wars. dont t'es une très mauvaise représentation d'ailleurs, putain. Quand je pense qu'on me reprochait d'insulter les fans de la prélogie avec le personnage que tu viens de buter, alors que merde, lui au moins il était à l'écoute. Ton personnage nous insultait justement, d'où on règle un conflit en discutant. On préfère brûler au bûcher ceux qui sont responsables des nouveaux films et traiter débiles ceux qui les aiment. Ouais, bah merci de prouver que vous êtes pire que mes caricatures. Et il en profite même pour caser des concepts qu'il n'avait pas pu traiter dans les films ou qu'il prévoyait d'exploiter dans les films dont il n'avait pas encore d'idée fixe. C'est comme ça que la première apparition du célèbre Boba Fett ne fut pas dans l'Empire contre-attaque, mais dans le tristement célèbre spécial Noël. Je peux peut-être vous aider. Je suis Boba Fett. Aussi, je peux me tromper là-dessus parce qu'Internet est chiant sur la question, mais j'ai entendu parler des sites pour la première fois dans un add-on du jeu vidéo Dark Force 2 Jedi Knight. Pour les plus jeunes d'entre vous qui savent pas ce que c'est, un add-on c'est un DLC d'époque avec moins de carottes. Parce que oui, on n'utilisait pas ce terme dans la trilogie originale, c'était juste gardé dans l'ombre de script remanié du premier film et une novélisation. Mais dans le canon, moi et bien d'autres ont découvert ce terme la première fois dans ce jeu. Soit un an avant qu'on l'entende dans La Menace Fantôme. Après, il est possible que ce terme ait déjà été utilisé dans une autre œuvre de l'univers étendu. N'hésitez pas à me le préciser gentiment dans les commentaires, hein. Parce que j'avoue, chercher sur internet la première fois qu'on a utilisé ce terme dans le canon, c'était la calvaire. Et n'oublions pas le général Grievous, le méchant un peu inutile et complètement pourri de Star Wars épisode 3, qui était d'abord dans les comics, livres, jeux vidéo et dessins animés Star Wars comme Clone Wars. Pas le truc 3D pourri que je vais défoncer l'épisode suivant. Non, le truc cool par le réal d'Hotel Transylvania. Et dans ces histoires-là, il était bien plus cool et dangereux que dans le film d'ailleurs. Mais voilà, ça reste des produits dérivés. Il n'y a pas de réel plan d'univers étendu. Lucas n'a pas tout écrit lui-même, hein. Et ça se voit à la façon dont les personnages étaient drastiquement différents de ce que Lucas on a finalement fait dans les films. Voilà, on a fait de Grievous la plus grande menace de la galaxie capable de tuer 5 Jedi sans souci. Oh merde, dans le film qu'on est censé promouvoir, Grievous est tout faible, tout saute et se fait battre par un seul Jedi. Vite, une solution, vite! Parce qu'en vrai, Lucas... il s'en foutait de l'univers étendu. Parce que pour lui, c'était que des produits qui permettaient de financer sa compagnie. Il s'en foutait de ce que ça racontait, du moment que ça fasse vendre la marque Star Wars. I had lunch with George before we started this, and he kind of told me what he wanted us to do. And he says that Anakin's a Jedi Knight, and I was like, oh, okay, well, you know, I'm sure you've got specific instructions for the Jedi Knighthood, because that's such a huge part of, you know, Star Wars. And he goes, no, just, you know... Si on avait des bons livres et des bons comics, c'est parce que des gens talentueux ont été engagés sur ces produits. On en a aussi pour des licences mercantiles généralement pas trop regardantes au niveau qualité, comme Transformers, Power Rangers ou My Little Pony. Bon, ce dernier, maintenant, justement, c'est
plutôt respectable. Mais ces pauvres gens sont prisonniers de l'ombre de Lucas, le seul crédité dans la qualité de la licence, et qui pouvait décider qu'une histoire qui ne l'arrange pas soit décanonisée. La guerre des clones avait différentes versions, et non seulement elles se contredisaient les unes les autres, mais en plus elles ont toutes été compromises par la revanche des Sith, et finalement complètement décanonisées par un autre produit de la compagnie, à savoir la version 3D de Clone Wars. Son heure arrive. Mais ta gueule! C'est le meilleur dessin animé Star Wars! Tu préfères Résistance peut-être? Ben... Résistance au moins à des couleurs. Et les jeux vidéo, ben c'était encore plus évident. Mis à part de très rares exceptions, tous les jeux de la licence Star Wars étaient que de simples clones de jeux vidéo populaires. Super Star Wars c'était Castlevania avec des phases F-Zero. Racer c'était Wipeout, et F-Zero aussi. Dark Force c'était Doom. X-Wing Alliance c'était Wing Commander, avec Mark Hamill. C'est marrant ça. Battlefront c'était Battlefield 1942. Galactic Battleground c'était Age of Empire. Republic Commando c'était Metroid Prime. Le pouvoir de la force c'était God of War, et j'en passe. Le pouvoir de la force qui d'ailleurs est la preuve qu'ils s'en connent de l'univers et ce qu'ils apportent vu ses incohérences avec d'autres histoires de l'univers étendu et sa mauvaise fin où Vador meurt, ce qui bien sûr change complètement les films. Mais bon, ça colle avec ce que le jeu voulait raconter en soi. Et je parle pas de sa suite qui se torche littéralement avec tout, mais il fallait absolument une suite parce que le jeu a bien marché donc... D'ailleurs, toi qui es super fan, tu peux me dire où se situe Soul Calibur 4 dans le canon? Voilà où ça se situe. Et Star Wars Kinect? Bref, maintenant nous savons que, dans la forme, l'univers étendu est avant tout mercantile. Mais c'est le cas de beaucoup d'œuvres qui pourtant sont excellentes, parce qu'ils ont un auteur qui leur a apporté un excellent fond. Donc, qu'en est-il du fond de l'univers étendu? On va faire un exercice mental. Imaginez que vous ne connaissez absolument rien à Star Wars, que vous êtes un gamin des années 70 qui ne connaît qu'un seul film Star Wars. Pas les séries, pas la prélogie ou la postlogie, tout ça. Vous regardez le premier film pour la première fois, sans savoir qu'il y a une multitude de produits dérivés et d'histoires autour de ce film. Et vous entendez parler de ça. Vous avez fait la guerre noire? La guerre noire. Ce nom est incroyablement évocateur. La façon dont Luke en parle comme si c'était une histoire connue de tous, la façon dont Obi-Wan et le père de Luke ont apparemment joué un grand rôle, ça éveille l'imagination, et même encore plus en VO. You fought in the Clone Wars? Guerre des clones. Rien que le mot fait pétiller l'imagination. Genre un scénario l'Asie Island où des clones ont fini par se rebeller et réclamer leur indépendance. Peut-être que les clones étaient des serviteurs et qu'après cette guerre, leurs propriétaires ont opté pour des droïdes plus dociles. Peut-être que c'était des clones ratés, des espèces de mutants difformes. Et les Jedi étaient de quel côté? Des clones ou des anti-clones? Est-ce qu'il y avait des clones de Jedi ou quelque chose? Est-ce qu'ils avaient trouvé le moyen de fabriquer de la force artificielle? Tu vas entrer progressivement dans un autre univers. Bon, maintenant, nous savons tous que c'est la guerre des clones. Nous avons même trop de détails sur les enjeux et les événements de cette période, laissant ainsi plus de place à l'imagination de la personne qui découvre le premier Star Wars. Mais en comparaison, admettez que la multitude de possibilités qui vous a traversé l'esprit était peut-être plus intéressante. Et c'est sur cette façon de référencer ce qu'on ne montre pas que repose le génie des premiers Star Wars. Gary Kurtz, le producteur de la trilogie originale, avait conseillé à Lucas de rabaisser ses ambitions pour éviter de dépasser leur budget et de donner un rendu kitsch à son univers. Donc le film s'est concentré sur un aspect très modeste de cet univers riche pour inviter le spectateur à imaginer d'où viennent ces créatures. Qu'est-ce que le raid de Kessel? Qu'est-ce que Han Solo a fait pour être recherché par Jabba? Qui est Jabba? Quelle histoire lie Obi-Wan et le père de Leia? Quels autres pouvoirs cache la force? Quelle est la république que Tarkin référence? Comment est la vie sur Alderaan ou sur Dantooine? Quelles sont les origines de ces temples sur Yavin 4? Comment fonctionne ce droïde de torture? Quelles sont les règles de ce jeu d'échecs? À quoi sert le petit robot souris? Qui est ce pilote du nom de Wedge Antilles? Pourquoi le lait est bleu? Parfait exemple de ça, Jabba the Hutt. Vous aimez la grosse limace à la voix imposante que l'on découvre à peine dans le dernier épisode de la trilogie? Eh ben si Lucas n'avait pas laissé le mystère autour du personnage, Jabba aurait ressemblé à ça. Ouais, beaucoup moins cool d'un coup. Cette scène est une scène qui a été supprimée au montage car elle donnait des informations superflues, surtout après la célèbre scène de Greedo qui expliquait très bien le problème avec Jabba, et laissait planer une aura terrifiante de ce parrain du crime galactique. En plus, regardez-le quoi, il fait pas du tout peur le mec, on dirait Hodor. Et oui, c'est sur cette scène qu'ils ont rajouté le Jabba the Hutt en image de synthèse moche pour l'édition spéciale. Peut-être qu'on en parlera l'année prochaine. C'est une façon, toute en subtilité et en suggestion, de créer un univers riche que Lucas ne reprendra pas dans la prélogie, préférant l'imagerie impressionnante pompière à la subtilité évocatrice. Mais que J.J. Abrams, par contre, a parfaitement compris.
Il avait même parfaitement compris avant de faire Star Wars 7. C'est quoi cette île? C'est quoi cet ours polaire? C'est quoi ces gens qui vivent sur l'île? C'est quoi le rocher noir? C'est quoi la patte de lapin? C'est qui ce Nero? C'est quoi cet alien? D'où vient Snoke? Comment le sabre de Luke s'est retrouvé chez Maz? Des questions dont l'histoire principale n'a pas besoin de répondre et dont le spectateur peut trouver sa propre réponse. Moi, c'est ce que je fais, comme par exemple le sabre de Luke qui était perdu sur Bespin. Comment il a fait pour se retrouver chez Maz? Eh bien, réfléchissons. Prenons ce que le film nous montre et utilisons notre imagination pour assembler les pièces, comme l'histoire nous invite à le faire. Déjà, indice important, Kylo Ren reconnaît le sabre. Ce sabre est à moi. Ça veut donc dire que Luke l'a récupéré après la trilogie originale, et l'a probablement montré à son neveu pour lui raconter l'histoire de son grand-père, ce qui a amené à sa vénération pour Vador, qui a fini par le corrompre. Maz, quant à elle, habite clairement dans ce qui semble être un vieux temple, probablement Jedi. Donc, Luke a récupéré le sabre, qui est le dernier souvenir de son père, probablement grâce à un certain pote qui dirige la planète où il a perdu ce sabre, l'a montré à son neveu, ce dernier a pété une durite, provoquant l'exil de Luke qui a probablement emmené le sabre avec lui. Et comme il était en quête du premier temple Jedi, il a dû passer par ce vieux temple où il a sûrement rencontré Maz. Et là, on peut imaginer une discussion philosophique sur le bien, le mal, la force, le cycle de destruction, tout ça, qui a convaincu Luke de mettre fin aux Jedi. Et donc a laissé le sabre derrière lui. Où Maz a pu le récupérer et le garder le temps qu'elle trouve un nouveau propriétaire. Bon, si ça se trouve, le nouvel UE va donner une toute autre explication qui ne sera pas du tout celle que je viens d'expliquer, mais voilà, c'est comme ça qu'on ait créé une histoire de l'univers étendu. Tu prends des éléments anecdotiques des films et tu les assembles pour créer une base pour une histoire. Et l'œuvre de Star Wars qu'il a parfaitement compris, c'est... Robot Chicken. La série d'animation comique de Seth Green et Matthew Sunrake a fait plusieurs sketchs sur l'univers Star Wars, au point d'avoir fait 3 épisodes spéciaux et d'avoir bossé sur un projet de série parodique de Star Wars, nommé Star Wars Detour, qui devait être produite par George Lucas lui-même, car Lucas a vite compris l'intérêt commercial dans la parodie. Mais bon, parodier une œuvre de notre principal producteur limite un peu les possibilités, et le projet a fini par mourir avant diffusion, après quelques tests peu convaincants. Yo, dudes, the Empire's pretty chill. Maybe you could, join it or something. That joke was hilarious and you all liked it. Mais bon, dans Robot Chicken, les parodies de Star Wars tournent principalement sur la même source que l'univers étendu, ce qu'on ne fait qu'apercevoir dans les films. Comment l'empereur a réagi en apprenant la destruction de l'étoile noire? Qui était vraiment l'homme morse qui a agressé Luke dans la cantina? Peut-être que c'était qu'un honnête citoyen avec un travail et tout et qui est juste victime d'un malentendu. Qui est le chasseur de primes du nom de Bossk? Si ça se trouve, c'est le meilleur chasseur de primes du monde. Est-ce que les Stormtroopers ont une famille? I'm probably gonna get fired for this, but fuck it. I love my daughter. That really hits me where I live. Are you having fun being at work with your father? I know I'm scary. Bon après, bien sûr, c'est avant tout de la comédie et de la parodie, hein, c'est pas du canon. Et ça l'est parce que, c'est le style de Robot Chicken. Et toutes les œuvres de l'UE, même si elles sont avant tout basées sur les films, elles sont à l'image de leur auteur. Si un auteur veut parler politique, on va rajouter un élément politique à l'univers étendu. Si on a un qui veut parler un peu plus mystique ou aventure ou comédie, il va rajouter de l'aventure, du mystique et de la comédie. Tu peux même partir dans le cartoon total et faire des montagnes qui pleurent, ça fera partie de l'univers étendu. Mais c'est aussi ce qui rend l'univers étendu éphémère et limité. Non! L'univers étendu est parfait et doit être respecté. Oh ça va, c'est pas comme si c'était un univers qui reposait sur la logique et le réalisme, on n'est pas dans Star Trek là. Oh, sale tricky, j'en étais sûr! L'autre moi je pouvais varier un petit peu les blagues, mais lui me saoule déjà. C'est nul d'écrire des hommes de paille. Conceptuellement, un univers étendu a un énorme souci. La cohérence. Je sais que pour beaucoup, la cohérence est un élément important dans un univers étendu, mais en termes de créativité, plus un univers étendu est développé, moins on a de possibilités d'histoire. Je vais prendre un exemple tout simple. Vador qui découvre qu'il a un fils. C'est un concept avec énormément de possibilités d'histoire, d'émotion et même d'imagerie. Et oui, cette histoire a été exploitée dans l'univers étendu. Autant dans l'ancien que l'on va appeler Legend, celui qui était canon avant le rachat de Disney en 2012, et le nouvel univers étendu rendu canon depuis ce même rachat. Dans l'univers légendaire, Vador a juste torturé un rebelle pour soutirer le nom de celui qui a détruit l'étoile noire. Et le nom de Skywalker l'a mis en colère, au point qu'il bute des perroquets qui répètent le nom de Skywalker. Ouais,
Un peu décevant. Je comprends où ils veulent en venir, ils essayent tout de même de garder le mystère autour de l'identité de Vador. Ceux qui ont vu les films savent ce qui se passe dans sa tête, mais ceux qui n'ont pas encore vu l'Empire contre-attaque, ils peuvent se dire tiens, il est en colère parce qu'il entend le nom d'un vieux rival qu'il pensait avoir tué, ce qui était ce qu'Obi-Wan laissait suggérer dans le premier film. Mais voilà, généralement les gens ils ont déjà vu les films quand ils lisent ce genre de bande dessinée, donc tu peux faire tellement plus émotionnellement. Et si tu veux faire une histoire en développant les émotions de Vador sur cette révélation, bah t'es coincé avec la cohérence de l'UE qui te dit mais on a déjà montré sa réaction quand il découvre l'existence de Luke, que peux-tu raconter de plus? Je veux dire, il va pas découvrir 2 fois qu'il a un fils quand même. Donc cette potentielle bonne histoire sur Vador qui découvre qu'il a un fils est foutue. Putain, si seulement on pouvait décanoniser l'univers étendu pour pouvoir caser cette histoire. Merci Disney! Et justement, dans le nouveau canon, comment ils ont exploité cette idée? D'abord, Luke affronte Vador lors d'une mission. Vador s'apprête à le tuer de sang-froid, mais le sabre du jeune homme lui rappelle quelque chose. Un moment d'hésitation qui permet à Luke de s'enfuir. Il engage Boba Fett pour savoir qui est le jeune homme. Luke Skywalker. Et là, tout un puzzle s'assemble dans l'esprit de Vador tandis qu'il reste seul dans une salle de son destroyer, regardant l'espace. Il repense au jour où Padmé lui a dit qu'elle était enceinte. Il pense à son maître qui lui a dit qu'elle était morte. Et après avoir laissé ses souvenirs revenir à la surface, il fait face à son reflet tandis qu'il brise par la force la vitre qui le sépare du néant sidéral. C'est puissant, l'imagerie suffit à faire comprendre ses émotions sans montrer son visage. Et ça crée une scène iconique, on entendrait presque la musique d'un tel moment. Bon, il pense aussi à quel point son fils a l'air d'un con quand il porte un sabre, mais bon. Et ce n'est que le début de cette histoire. À partir de là, Vador commence sa quête. Il retourne sur Tatooine, là où vivait sa belle famille. Il part dans un voyage émotionnel pour retrouver son fils, se concluant dans le face-à-face iconique de l'Empire contre-attaque. C'est justement ce qui est très intéressant avec l'univers étendu. Prendre un détail sympathique, un élément du récit intéressant, et en tirer une bonne histoire annexe. Le problème c'est que plus l'univers est détaillé, et moins on a de place pour faire de nouvelles histoires. C'est contre-productif en plus de gâcher certains aspects de la saga. Je veux dire merde, on a une histoire qui était canon avant le rachat de Disney expliquant qu'est-ce qui a fait péter le droïde qu'Oncle Owen a failli prendre à la place d'R2. Déjà, le niveau d'Osef est impressionnant, mais surtout, l'explication officielle est totalement délirante. Le droïde a la force, il utilisait la force pour servir les invités de Jabba, et il s'est enfui parce qu'il a eu une vision qui disait qu'il pouvait jouer un grand rôle dans le combat contre l'Empire. Il a été chopé par les Jawa qui l'ont vendu à Owen, et il s'est fait exploser lui-même, car la force lui a permis de voir que si R2 ne rejoignait pas Luke, ça allait mal finir. Vador allait le récupérer, lui et les plans de l'étoile noire, tuer Leia et la rébellion, et Luke resterait comme un con sur Tatooine à mourir de vieillesse. Non, je ne plaisante pas. Premier numéro de Star Wars Tales, qui était un petit peu le rassemblement de toutes les histoires stupides autour de Star Wars. Si vous vous souvenez, c'est là aussi qu'on expliquait pourquoi les Jedi n'avaient pas le droit d'aimer. Un autre très bon exemple de ça est la récente polémique sur cette BD Dark Vador, qui a plus ou moins révélé l'identité du père d'Anakin. Plus ou moins. L'insémination par la force, je sais pas si ça fait vraiment de Palpatine le père, mais bon. Beaucoup ont critiqué cette révélation parce que cela gâchait l'aspect immaculée conception de l'histoire d'Anakin. Des fans de la prélogie qui se plaignent qu'une information a gâché un élément important de la saga. Ils sont où les mecs qui défendaient les midi-chloriens là? Ah oui, c'est vrai, ils sont trop occupés à se plaindre de tout ce que Disney a apporté à la saga, même si le coup de l'identité du père de Anakin, c'était une idée de Lucas à la base, mais on va pas le dire. Ah ouais, c'est chiant quand ça arrive à votre partie préférée de la saga, hein? Donc tu confirmes que tu n'as pas à te plaindre de la prélogie? Si, parce que leurs changements ne sont pas de bons changements. Parce que, à part forcer l'importance des Skywalker en faisant des Christ ou quelque chose, parce que Lucas n'a pas été foutu de trouver une meilleure explication à pourquoi les Jedi s'intéressent à Anakin, à quoi sert cette histoire d'immaculée conception? C'est le George, tu critiques pas? Excuse en bois. D'ailleurs, le fait que cette histoire de Palpatine qui aurait utilisé la force pour mettre Shmi enceinte était à la base une théorie de fan, bah déjà ça se voit tant c'est tiré par les cheveux, genre pourquoi une esclave Osef de Tatooine? Aussi, techniquement c'est du viol. Et vous reprochez à Disney d'avoir rendu Star Wars trop bon enfant? Mais surtout, ça en dit long sur ce que c'est vraiment l'UE. Du travail de fan, pas un vrai plan préparé où toutes les histoires sont égales au film. Je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'un comics ou un livre officiel ait plus de valeur qu'un fan-film? Surtout quand on a des fan-films qui sont tout aussi bons, voire supérieurs à beaucoup d'œuvres de l'UE, voire des films. D'ailleurs, vous avez vu Vador épisode 1? C'était cool, hein? Parce que ouais, l'univers attendu, c'est avant tout des fanfics validés par un saut Lucasfilm. Vous me croyez pas? Leia et Han ont 3 enfants. Le plus jeune est le bébé le plus important de la galaxie.
Luke s'est trouvé une copine rousse et a aussi un gosse. Luke qui d'ailleurs est le Jedi le plus fort qui n'a pas le moindre défaut. Boba Fett a survécu au Sarlacc parce que son armure est plus fort que l'acide gastrique et revient régulièrement combattre nos héros et il est trop fort et cool, c'est trop le meilleur chasseur de primes de la galaxie. Puis il y a Dark Maul aussi qui a survécu de sa chute après s'être fait couper les jambes. Il a maintenant des jambes robots et s'associe au peuple de Boba Fett durant la guerre des clones. Et dans une autre histoire, une secte du côté obscur essaye de tuer Vador en créant un double de Dark Maul. Donc t'as Dark Vador contre Dark Maul, c'est trop cool hein. Et l'empereur est des retours. En fait non, ce sont des clones, mais du coup nos héros doivent réaffronter l'empereur. Aussi, Luke a un clone maléfique, appelé Luke. Oui, c'était une vraie histoire canon dans la mythologie Star Wars, avant le rachat de Disney. Encore une fois, on dit merci Disney. Seulement voilà, les fans, eux par contre, ils veulent du canon, ils veulent du concret. Ils veulent rendre logique et prédéfini l'univers qu'ils affectionnent. Pourquoi faire ? Je veux dire, la trilogie elle-même n'a pas été faite pour être réaliste et créer un monde riche. Ce n'est pas Star Trek ou Game of Thrones. C'est censé être une fantaisie symbolique de tous les mythes. L'univers, ce sont les fans qui doivent l'imaginer. Ce n'est pas censé être concret, limité ou réaliste. Ça met des frontières. Et puis de toute façon, les films l'emportant sur les priorités du canon, c'est très éphémère et dispensable. Et je ne parle pas seulement de la décanonisation de l'univers légendaire par Disney. Même avant, l'UE était souvent réécrite par les films. Je veux dire, prenez les sabres laser. À la base, la couleur des sabres n'avait pas de sens concret. Luke a un sabre bleu, puis un sabre vert, parce que ce sont des couleurs qui inspirent le bien. Aussi, le sabre bleu avec un ciel bleu, ça aurait été difficile à discerner. Et Vador a un sabre rouge, parce que c'est une couleur qui inspire la violence et le sang. Ça n'allait pas plus loin que ça. Et pendant un moment, l'UE s'en foutait tout autant. Mara Jade avait un sabre violet parce que ça fait fille, et dans Dark Force 2 Jedi Knight, les méchants en ont un peu de toutes les couleurs. Ce mec-là a un sabre jaune, lui il a un sabre de lame violet, le machin là a un sabre orange, l'autre nana a un sabre bleu, et leur chef a un sabre rouge. Il y avait même des Jedi sans sabre, car la trilogie montrait à plusieurs reprises que la force ne se résume pas qu'à bien manier le sabre. Bah pas besoin d'être un Jedi pour ça d'ailleurs. Et puis est arrivée la prélogie où tous les putains de Jedi ont un sabre, même ceux qui n'en ont pas besoin. Et tous les méchants ont un sabre rouge et tous les gentils ont des sabres bleus ou verts. Aussi maintenant tous les méchants Jedi ont un nom. Ils s'appellent Sith. Et ils ont tous un nom commençant par Darth. Attends, qu'est-ce que t'as dit Lucas ? Les couleurs de sabre ça veut dire quelque chose ? Putain, merde, je vais avoir des corrections à faire, moi. Alors, on annule les Jedi noirs, on enlève les quelques couleurs de sabre en trop, on donne un sabre laser à tout le monde, ceux qui manient juste la force, on les emmerde, voilà. En fait, limite, je me souviens qu'à l'époque de l'épisode 1, on pensait que les sabres verts, c'était que pour les maîtres, et les sabres bleus, c'était que pour les padawans. Pour dire qu'on cherchait trop à donner un sens à tout dans les films. On y a pensé, mais on a vite annulé quand on a vu que Obi-Wan aurait un sabre bleu dans l'épisode 2 aussi, donc... Voilà, on a corrigé ça, maintenant il n'y a plus que 3 couleurs de sabre dans toute la saga. Bleu, vert et rouge, rien d'autre. Frog, mais préviens à l'avance, merde! J'en ai marre de nettoyer tes conneries derrière toi, Georges, putain! Donc maintenant, on a un sabre violet, et comme Mace Windu est le seul mec à avoir un sabre de cette couleur dans tous les films, il faut qu'on explique pourquoi il est le seul à l'avoir. Donc on explique qu'il a une technique de combat spécifique qui nécessite un équilibre entre le côté lumineux et le côté obscur, ce qui en plus permet de justifier pourquoi Mace bute de sang-froid des mecs désarmés. Bon par contre, ça rend les Jedi extrêmement hypocrites, vu qu'ils n'arrêtent pas de faire la leçon sur le côté obscur. Oh mais le mec noir, y a pas de souci, hein? Alors, je respecte l'effort des mecs qui essayent de donner de la logique à tout ce bordel, mais vous voulez savoir la véritable raison pour laquelle Mace Windu a un sabre violet? Who we had to talk to about your light color, your lightsaber color. Oh, well, good guys are green and blue, bad guys are red. That's just the way it works. No purple left? You might get purple. Est-ce que Disney peut racheter la boîte avant que je me bute? Et là vous allez me dire, bah c'est pas grave, on va les laisser faire ce qu'ils veulent, c'est pas comme si ça interférait avec les films. On a juste à considérer les films comme tels, et l'univers étendu comme un bonus dispensable. Genre une fanfic, ou une histoire alternative pour le fun. Ouais, on pouvait faire ça. Mais là on en vient au plus gros problème de l'univers étendu. J'ai un bon pressentiment tout d'un coup. L'UE ne doit pas prendre le pas sur les films. Je sais que beaucoup préfèrent l'UE aux films et qui crient chaque fois qu'un nouveau film contredit l'UE. Je le comprends, il y a tellement de bonnes histoires dans l'UE que t'aimerais qu'elles soient reconnues comme canon, qu'elles aient le même niveau de reconnaissance que les films. Et souvent, l'UE arrive à corriger pas mal d'incohérences entre les films, surtout la prélogie, au point qu'il mériterait d'être mieux considéré que les films.
Mais les films n'ont pas de devoir envers l'UE. L'UE est un produit dérivé des films, ce sont pas les films qui doivent être un produit dérivé de l'UE. C'est comme Pokémon, seuls les jeux RPG principaux comptent vraiment. L'animé, les films et les mangas, OSEF. C'est pas tout à fait le même monde. Les films sont censés être accessibles à tous, c'est pour ça qu'on répète le même schéma du héros mythologique au lieu d'explorer des aspects spécifiques de l'univers. Il n'y a que dans un produit dérivé des films fait pour des fans en besoin d'immersion avancée que l'on peut explorer des concepts genre un croisement entre l'espèce du mec qui avait un double sabre laser et l'espèce de la danseuse que Jabba a buté, un Jedi qui a exploré les possibilités du côté obscur, une histoire anecdotique d'une guerre gigantesque et j'en passe. Mais les fans exigent, limite imposent l'UE comme primordial, limite des préceptes religieux et se prennent pour des gardiens du temple Star Wars. Ah, c'est pour ça que tu me traites d'hérétique. Hein? J'ai pas écouté. Ils vont même reprocher au dernier Jedi d'avoir tué ce personnage figurant qui est devenu populaire à cause d'un mème, et qui a bien failli être complètement remplacé dans le Retour du Jedi par un tout autre personnage figurant d'ailleurs. Ou même reprocher au Retour du Jedi d'avoir buté Boba Fett de façon humiliante parce que les comics en ont fait un super badass cool, alors qu'à l'époque de la trilogie originale, Boba n'était qu'un porte-flingue sans personnalité dont la mort restait logique avec ce qu'il était. Juste une menace dont on prive de son aspect intimidant. Et ça, même George Lucas l'a compris. Les films doivent se faire sans se soucier de l'univers étendu. Je reproche à la prélogie d'apporter des informations superflues et contredisant de la nature de la saga, mais je lui reconnais qu'elle n'est pas dépendante de l'UE. Oh sûr, l'UE corrige énormément de soucis de la prélogie et a apporté le développement qui manquait cruellement au film pour qu'on ait de l'émotion, ce qui fait qu'on doit lire l'UE pour savoir d'où vient la prophétie, pourquoi Windu est un connard, le vrai cheminement d'Anakin vers le côté obscur, ou c'est quoi le truc avec les clones commandés. D'ailleurs, j'insiste là-dessus, le film ne dit pas que Sifo Dyas avait commandé l'armée, il suggérait même que Count Dooku avait piqué son identité pour commander l'armée au nom de la République pour ainsi cacher ses traces. L'UE en a décidé autrement, mais ça prouve encore une fois que, entre ce que les films suggèrent et ce que l'univers étendu impose, il y a un monde entier de différences. Mais c'est juste des corrections par l'UE d'un mauvais script canon, une tentative de rattraper les conneries d'un autre. Ce n'est pas pensé pour rendre l'UE indispensable pour comprendre les films, et ça change pas la qualité des films en eux-mêmes. Et puis c'est pas comme s'ils mettaient un personnage de l'UE comme Asajj Ventress ou Quinlan Vos pour faire plaisir aux fans. Ils mettent Boba Fett pour faire plaisir aux fans, ouais, mais avec une intention, ratée et superflue certes, de lui apporter une origine que ceux qui regardent que les films pourront suivre. Il a même expliqué qu'il n'a jamais considéré l'après-retour du Jedi raconté par l'UE, la version favorite de beaucoup de fans, comme étant sa version. Maintenant, il y a des romans sur les événements après l'épisode 6, qui n'est pas du tout ce que j'aurais fait. Une fois Vador mort, il ne revient pas, l'empereur ne se fait pas cloner, et Luke ne se marie pas. Donc du coup, si Lucas n'avait pas vendu Star Wars à Disney et aurait fait lui-même les épisodes 7 à 9, eh ben ça aurait aussi fait chier une grande partie de l'univers étendu. Et pourtant, plus d'une fois il a été tenté par l'idée. Lucas a souvent hésité à apporter une conclusion au personnage de Shakti dans La Revanche des Sith. Shakti, à la base, était une figurante qui apparaît dans 2-3 plans de la prélogie. Mais l'UE a profité de son chouette design pour créer un personnage inédit. Meilleur exemple étant la série d'animation Clone Wars, où son combat incessant contre Grievous et ses soldats la rend pratiquement légendaire et très attachante. Ah, l'époque où les fans acceptaient des femmes fortes dans leur saga préférée. C'était le bon temps. Et dû à sa popularité grandissante, Lucas avait tourné pas une, mais 2 fins pour le personnage. Finalement, il en a gardé aucune, déjà parce que les 2 fins sont affreusement humiliantes pour un personnage aussi cool, et qu'il avait déjà des soucis en tuant Kit Fisto comme une merde. Attends, Kit Fisto ? Putain, je savais qu'il se planquait pas d'enculer les fans, mais là, bref, vous vous plaignez de la mort d'Akbar, mais au moins, il reste tel qu'il était dans les films, comme un figurant. On le met pas en avant pour une scène où on le tue juste pour frustrer volontairement des fans. Mais aussi, Lucas était conscient que, pas tout le monde allait comprendre l'intérêt de s'attarder sur son personnage, car pas tout le monde suit l'univers étendu ou Clone Wars. C'est aussi pour ça que Disney a décanonisé l'univers légendaire, parce que ça allait poser problème pour faire une suite sans devoir prendre en compte une centaine d'histoires qui leur enlevaient beaucoup de possibilités. Histoire que de toute façon, pas tout le monde ne connaissait. Décanoniser était la meilleure chose à faire, déjà pour avoir le champ libre pour faire les histoires qu'ils veulent, sans être prisonnier du status quo relativement statique que l'UE avait imposé dans l'après-retour du Jedi, mais aussi pour montrer que l'univers Star Wars devait relever de l'imaginaire des fans, et pas d'un plan gigantesque pour vendre des bouquins et des BD. Même le nouvel UE n'est qu'une possibilité. Si l'UE Legend a été décanonisé, celui-là aussi si on veut. Ne restez pas enfermés dans le canon, et prenez ces histoires pour ce qu'elles sont. Des gaiden si vous voulez, un terme japonais qui veut dire histoire parallèle, qui se fait en à côté. Et là, Solo est arrivé. Un homme n'a pas pu faire ça tout seul. Je suis pas sûr. Il me dit quelque chose mais je le reconnais pas.
Nope, il ressemble à personne que je connais. Double sabre laser, c'est super commun, je vois pas du tout qui c'est. Cette scène, en fait, tout le film Solo, mais surtout cette scène, a fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire avec l'univers étendu. Parce que beaucoup de spectateurs n'ont pas compris ce que Maul fout là. Il est pas censé être mort dans l'épisode 1, coupé en deux par Obi-Wan. Même moi qui ai regardé Clone Wars et Rebels, je ne comprenais pas, car selon Rebels, il était censé être coincé dans un temple Sith à attendre le premier couillon à l'aider dans sa vengeance. C'est dans un comics qu'on explique que Maul a pu échapper à Sidious avant de se retrouver coincé dans ce temple Sith. Donc, voilà. Après tous vos efforts pour éviter d'être dépendant de l'univers étendu, vous amenez un élément qui dépend trop de l'univers étendu. Applaudissement sarcastique. Mais ce n'est pas le seul problème de Solo par rapport à l'univers étendu. Entre la confirmation de la canonicité d'éléments de l'UE que personne ne regrettait... J'avais jamais vu personne pratiquer le... Comment vous appelez ça? Le terrasse quasi. Merci film d'avoir rendu canon le jeu de baston pourri sur PlayStation 1. Et le film fait même la même erreur que la prélogie. Apporter des informations discutables et inutiles. Comment tu t'appelles? Anne. Anne, comment? Tu es de quelle communauté? D'aucune communauté. Je suis seul. Anne... Han Solo. Prénom, Han. Nom de famille, je préfère pas en parler, hein. Ma famille c'est des Trouduc. Han Trouduc. Et je pense sincèrement que c'est pour ça que le film s'est planté. En plus d'un mauvais calcul dans la date de sortie, il est allé trop en profondeur dans les histoires qui devaient rester dans l'univers étendu. Et le public principal n'en avait rien à foutre, il était largué. Déjà que ce qu'apportait la prélogie est souvent moqué pour être chiant et inutile. As a child, I built C-3PO. Les gens s'en foutaient de connaître les origines de Han. Son personnage commençait concrètement dans le premier Star Wars. C'est comme savoir qui était Aragorn avant de rejoindre la communauté de l'anneau. Ça peut être intéressant, mais c'est pas ce qui est primordial pour l'évolution du personnage. Il s'en foutait de savoir comment il a rencontré Chewie, comment il a obtenu le Faucon. Et c'est quoi ce raid de Kessel qu'on évoque que 2 fois dans toute la saga? Le fonctionnement des organisations criminelles de la galaxie, de la justice sociale, du carburant, le langage Wookiee, putain! Oui, je sais parler ta langue. Alors écoute bien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? D'ailleurs, ça aussi, c'est une erreur que Lucas a failli faire et qu'il a vite annulé dans une scène supprimée. Can you understand what he's saying? I'm not a protocol droid. I'm pretty sure that Beep is down. I sense Count Dooku is above us. Oh, yes, you're right. Beep is up. Les gens aimaient imaginer leur propre version de tout ça. Et surtout, on n'avait pas besoin de savoir que Han avait permis la création des rebelles. On peut pas juste avoir un mec qui mène sa vie tranquille sans avoir permis à Luke d'avoir sa tétine ou quoi. Tous les autres films avaient l'intelligence de se reposer sur un modèle permettant aux spectateurs néophytes de comprendre en reprenant le schéma de la trilogie originale et laisser les détails dispensables pour ceux que ça intéresse dans l'univers étendu. Même Rogue One présentait un personnage central qui avait un point de vue qui permettait de découvrir la situation et d'être emporté par l'histoire. Et c'était aux spectateurs de décider s'ils voulaient découvrir le reste. Là où Solo impose qu'on connaisse le reste pour qu'on en ait quelque chose à foutre de ce qu'on voit. C'est ça le problème de l'univers étendu. Il tue l'accessibilité de la saga et empêche de faire de bonnes histoires à force d'être enrichi. Cet univers infini devient un jardin cloisonné. Je ne dis pas que tout dans l'univers étendu est mauvais, non. Il y a des mauvaises histoires, mais aussi beaucoup de bonnes histoires, autant dans l'ancien que dans le nouveau canon. Ce que je critique, c'est la pertinence de tout rendre canon ou de pleurer quand un truc n'est plus canon. Car à force de rendre tout et n'importe quoi canon et d'exiger que les films s'y conforment, les films y perdent beaucoup dans ce formatage. En fin de compte, faire une bonne histoire est plus important que de se conformer à une multitude d'informations autour. La décanonisation du canon légende aurait dû le faire comprendre, mais même ceux qui ont pris cette décision ont fini par l'oublier. Si pour vous, le seul intérêt de toutes ces histoires, c'est juste leur appartenance à un canon officiel, et ben vous dites grosso modo que leur seule qualité, c'est le titre. Mais elle mérite mieux cette histoire, vous n'êtes pas d'accord? Ça ne sert à rien, tu sais. Tu ne convaincras personne. C'est pas parce que j'arrive pas à te convaincre que je convaincrai personne. T'es pas un modèle d'écoute, hein. C'est justement pour protéger les influençables que je suis là. Pour protéger la licence de toi. Nous sauverons Star Wars des impies. On s'occupe de toi, puis on s'occupe de ceux qui sont à Lucasfilm. Nous avons déjà commencé en attaquant ce traître de Ryan Johnson et cette conne de Rose. Et après eux, nous planterons la tête de Kathleen Kennedy sur un pic. Et là, enfin, Star Wars sera sauf. Oui,
C'est ça. Laisse cours à ta colère. Que je puisse t'apporter la leçon que tu mérites. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Et si vous voulez soutenir l'élaboration et l'amélioration de mes vidéos, vous pouvez déposer un don sur mon Tipeee ou participer gratuitement à mon Utip, lien dans la description. Merci encore et à bientôt sur Fermez-la.